ravi d'animer ce webinaire sur la santé mentale du sportif. La thématique était assez, alors, à la fois large et précise, parce que pour parler de prévention et tout en performant, il pourrait presque y avoir une injonction paradoxale, mais Clémence est la preuve vivante que ce n'est pas le cas. On peut atteindre des hauts niveaux de performance en prenant toujours soin de soi. Donc moi, je m'appelle Philippe Barrel, je suis préparateur mental et formateur en psychologie du sport et j'ai mon propre cabinet de conseil formation qui s'appelle La Ressourcerie Mentale, LRM Conseil Formation, qui organise ce webinaire. Avant de laisser la parole à Clémence et de lui poser déjà d'emblée quelques questions, peut-être qu'on peut la voir en action directement à travers cette vidéo d'un de ses partenaires qui est la Caisse d'épargne, parce que peut-être que certains d'entre vous connaissent pas ou connaissent pas bien la marche athlétique, et voilà à quoi ça ressemble. Tu veux te présenter en quelques mots avant que je te fasse quelques questions d'un portrait chinois? Eh ben, en quelques mots, donc Clémence Beretta, je pratique l'athlétisme et plus précisément la discipline, qui est, la marche rapide, marche athlétique sur la distance du 20 kilomètres. Le 20 kilomètres qui est la distance, olympique et je me suis qualifiée très récemment pour les Jeux olympiques de Paris et effectivement, j'ai plusieurs titres de championne de France et plusieurs, je suis record woman de France sur, toutes les distances, voilà. Ok, ok. Et tu as quel âge? Si tu peux évoquer ton âge, mais je pense qu'il n'y a pas de problème. J'ai 26 ans. 26 ans, ok. Bon, en tout cas, bravo pour ta qualification aux JO de Paris. Alors, petit portrait chinois, si tu étais une marque de sport, tu serais... Je suis obligée de répondre ASICS. Alors, outre le fait que c'est mon partenaire, le slogan, c'est un esprit sain dans un corps sain. Et c'est vrai qu'ils ont toujours eu cette politique très engagée par rapport à la santé mentale. Et pour la petite anecdote, nous, athlètes ASICS, on a l'opportunité, si on le souhaite, d'avoir accès à des psychologues payés par ASICS. Donc, il y a vraiment cet élan de la marque de nous mettre dans les meilleures conditions mentales. Ouais, chouette, ok. Si tu étais un autre athlète ou une autre athlète, ce serait qui? Qui t'inspire? Beaucoup de personnes, m'inspirent, mais c'est vrai que j'ai toujours, dit que, je veux éviter et je tiens toujours ce discours d'éviter les comparaisons. Je pense que ça mène à rien de bon. Donc oui, on peut s'inspirer à droite à gauche, mais je pense que chaque carrière, chaque individu est tellement unique, hem, que ça peut être un piège de se dire: J'idolâtre, je mets sur un piédestal telle ou telle personne» et j'ai toujours voulu garder cette ligne de conduite de pas me comparer ou vouloir, être cette personne-là. Hmm, ok. Si tu étais une couleur, ce serait laquelle? 3 bleu, blanc, rouge. Ok, bonne réponse. Si tu étais une chanson, Très compliqué pour moi de répondre à ça, puisque j'écoute énormément de musiques différentes. J'ai un style vraiment très éclectique, mais il y a une musique qui m'accompagne quasiment tout le temps pour me calmer avant les compétitions importantes. C'est le thème principal du film, Interstellar, donc une musique de film de Hans Zimmer qui s'appelle Time et pour la petite anecdote, la veille des championnats d'Europe, qui a été pour moi un déclic dans ma carrière sportive où je fais 6e. Je me balade la veille dans les rues et en fait, il y a un artiste de rue qui est tout seul et qui joue, cette musique-là et ça m'a donné des frissons, j'ai trouvé ça incroyable. Donc voilà, c'est cette musique qui m'accompagne tout le temps. ok. Si tu étais un plat, ce serait quoi? Hem, bon, je suis italienne, enfin d'origine, je vais dire le risotto, c'est vraiment, un plat que j'adore. Ok. Et pour finir, si tu étais un hashtag, ce serait quoi? Hashtag performance positive. Ok. Bon, justement, c'est ce qu'on va évoquer. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es venu à la marche athlétique et quelles sont tes motivations à la pratiquer à haut niveau? J'ai commencé l'athlétisme en 2007 et quelques années plus tard, en 2009, mon père qui était le président du club d'athlétisme local, qui l'est toujours, m'a proposé d'essayer la marche rapide. Donc j'avais à peu près 12 ans et c'est vrai que j'ai tout de suite, aimé en tout cas cette technique très particulière, cette gestuelle.
il y a jamais trop eu de problème, c'était assez intuitif et assez naturel, donc c'est comme ça que j'étais introduite, à 12 ans par mon papa. Et puis, moi, j'étais absolument pas prédestinée à aucune carrière de haut niveau. L'athlétisme, c'était vraiment un hobby. Je le pratiquais comme la plupart des enfants, après le collège, après le lycée, 3 à 4 fois semaine, mais sans aucune ambition de performance plus que ça. J'aimais m'entraîner, j'aimais la compétition, mais ça s'arrêtait là. Et en fait, j'ai eu un parcours un petit peu, à l'opposé de la plupart des athlètes, puisque souvent ils sont détectés très jeunes. On va les identifier comme, des talents bruts, des futurs champions, ce qui n'a jamais été mon cas, puisque j'ai toujours eu un niveau plutôt régional et un peu dans la masse. Et quand je quitte, le lycée, généralement, on sait que c'est là où il y a une fracture qui se passe. Le passage en études supérieures fait que beaucoup d'athlètes arrêtent le sport et moi, ça a été complètement l'inverse et ça a été le début, en fait, de ma carrière puisque j'ai l'opportunité, en 2015, d'intégrer, une structure, de haut niveau qu'on appelle un CREPS, un centre, régional, pour, heu, pour en tout cas des aspirants, athlètes à devenir, pro et en fait, par chance, par coïncidence, à Nancy, il y avait un pôle France marche athlétique. Donc on me propose, d'être rattachée sur ce centre-là pour pendant 1 an, en me disant et en me faisant comprendre que je n'avais pas fait les minima, les standards d'entrée, mais que si je voulais, j'avais 1 an pour essayer. Et c'est vraiment là que tout a commencé. Hem, j'ai jamais, quand tu poses la question: «Qu'est-ce qui me plaît?» ou «Qu'est-ce qui m'a plu?» c'est je pense que alors chaque parcours est vraiment unique, mais moi, ça a été un petit peu, une histoire de rencontres et de hasard. OK. Et durant l'enfance et dans l'adolescence, tu as pratiqué d'autres sports ou pas? Oui, j'ai pratiqué, un peu de tennis. Enfin, mon premier sport était la danse classique. J'ai fait un peu d'équitation et puis, comme je l'ai dit, en 2009, donc ouais, peut-être non 2007 pardon. 2007 donc j'ai 10 ans, même 9 ans même et c'est là que je commence vraiment l'athlétisme. OK, OK. Juste avant de poursuivre, pour, les participants, je vous invite à poser vos questions, donc dans le chat. On y répondra, mais tout à la fin des présentations. Voilà, on pourra répondre à j'espère à l'ensemble des questions, ça dépend du nombre de questions qui pourrait y avoir, mais je les reprendrai vraiment, à l'issue de la présentation. Tu as vécu un burn-out, jeune, c'est-à-dire que tu avais 19 ans et avant que tu puisses en parler, est-ce que c'est cet épisode qui a été, déclencheur de ton intérêt, pour la santé mentale? Ou est-ce que tu t'intéressais déjà ou tu étais vraiment soucieuse de ta santé, et notamment mentale, avant cet épisode? Non, absolument pas. Avant le burn-out, j'étais vraiment, dans un espèce d'archétype que je m'étais créé donc pour moi, je voyais le sport de haut niveau comme, être un militaire. Je pensais qu'il y avait pas son mot à dire. Je pensais que, le sport n'était que souffrance, qu'on ne pouvait pas mettre un genou à terre, qu'on ne pouvait pas accepter que des jours, ça aille moins bien. Mmh. Pour moi, c'était, marche ou crève. C'était vraiment ça qui était véhiculé dans mon cerveau. Donc non, la santé mentale, absolument pas. Je connaissais pas du tout le mot burn-out et pour moi, je me pensais à 19 ans, invincible, indestructible et très, très à des années-lumière de ce que je suis aujourd'hui. OK. Bon, de toute façon, on aura l'occasion de revenir justement sur cet épisode particulier et voir comment d'ailleurs tu as pu, déjà, remonter la pente et puis à nouveau performer, mais sûrement, je suppose, avec des apprentissages liés à cet épisode, qui a été, compliqué et jeune en plus, hein. Alors juste quelques chiffres. Sur, la santé mentale en général avant d'aller sur le sportif. Je vous partage ces quelques chiffres-là. Le Covid-19, la pandémie de Covid-19 a eu un effet sur la santé mentale, hein. Rien que sur la première année de Covid, c'est plus 25, au niveau mondial, plus 25 de cas d'anxiété et de dépression. Et sur la période 2017-2021, c'est plus du tiers en fait, hein, d'augmentation, d'épisodes dépressifs. Pour les 18-75 ans, c'est plus 80 pour les 18-24 ans. Et ça a continué malheureusement, à s'aggraver. Santé publique France publiait ceci par rapport à la santé mentale. La crise sanitaire à l'œuvre depuis 2020 a mis en évidence la faible culture de la population française dans le domaine de la santé mentale, la faiblesse des actions de prévention et de promotion consacrées à cette dimension de la santé, ainsi qu'un déficit de coordination et de lisibilité de l'offre de recours. Bien sûr, les sportifs et sportifs de niveau n'échappent pas à cette règle. On a vu également, chiffre à l'appui, que le Covid avait pu avoir un impact négatif sur la santé mentale
des sportifs. Alors, quelques chiffres encore très rapidement, 14% des personnes âgées de 18 ans et plus déclarent prendre soin de leur santé mentale. Une bonne majorité pense pouvoir agir sur sa santé et son bien-être. On considère, à raison, que le soutien d'entourage fait partie des solutions les plus efficaces. Et il y a encore un quart des sondés, c'est un sondage qu'a relaté, encore une fois, Santé publique France en 2023, un quart qui trouve honteux le fait de parler de ces problèmes psychologiques à certaines personnes de l'entourage, de la famille. Si on va chez les sportifs, et là on n'est qu'en 2010, 58% des sportifs de niveau international auraient un trouble de santé mentale. Et puis au Centre canadien de santé mentale et du sport, pour les sportifs qui consultent ce centre, alors il y a des sportifs de haut niveau, hein, c'est l'élite mondiale et olympique au Canada, mais il y avait aussi leurs entraîneurs qui pouvaient être amenés à consulter ce centre, et puis les personnes qui les soutiennent, comme des psychologues aussi. On voit que la prévalence était forte sur des signes de santé mentale comme la dépression, comme l'anxiété. La performance mentale, c'est-à-dire la capacité à mobiliser des habiletés mentales comme la concentration, l'imagerie, l'activation, la récupération, elle est moyenne pour presque deux tiers de cette large population d'athlètes. Et puis, une santé mentale qui est vulnérable pour 55% de ces personnes. Ça te surprend ou pas, toi, ces chiffres tels qu'ils sont présentés ici? Non, malheureusement, ça me surprend pas. C'est des choses auxquelles, je suis vraiment confrontée, dans mon milieu. On voit énormément effectivement de sportifs qui sont, déjà dans un cursus de haut niveau, qui ont déjà atteint, un niveau, international élevé, qui malheureusement effectivement sont atteints de différentes choses, hein. Ça peut être effectivement de la dépression, de l'anxiété, des burn-out. Donc, c'est, des choses auxquelles je suis vraiment confrontée, oui. Tu y es confronté régulièrement? Tu as des connaissances ou des amis dans le monde du sport qui ont pu tomber, comme toi, en Ah oui, burn-out, oui. ou qui montrent des signes de souffrance psychologique? Ah oui, 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 énormément. Ouais. Énormément, oui, même des athlètes de l'équipe de France aujourd'hui, heu, sans citer de nom, il y en a beaucoup qui sont sous antidépresseurs. Faut plus avoir honte, faut en parler, mais malheureusement, c'est un état de fait. Il y a énormément la santé mentale est quelque chose qui est très, qui impacte énormément, en tout cas, les sportifs. Ouais. Pour casser quelques idées reçues sur ce qu'est la santé et la santé mentale, mentionne ici la définition de la santé, hein, un état de complet bien-être physique, mental, social, et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, c'est pas parce qu'on n'est pas malade qu'on est forcément en bonne santé. Je pense que c'est la première idée reçue à casser. Et l'OMS précise également cette définition de la santé. C'est un état de bien-être qui permet à chacun, à chacune de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Donc il n'y a pas de santé sans santé mentale, c'est important de le rappeler. C'est pas linéaire, il y a des hauts et des bas, et c'est normal au niveau de la santé, de l'humeur. Et puis c'est une ressource alors qui est difficilement contrôlable, mais qu'on peut apprendre soin justement. Autre idée reçue, mais très rapide, oui, il y a des ressources psychologiques individuelles, bien sûr, qui concourent à la santé mentale, mais il ne faudrait pas croire que la santé et la santé mentale ne dépendent que de nous, c'est-à-dire que des individus. Il y a l'environnement également. Il y a ce qu'on appelle le tissu relationnel et socio-économique, comme les cercles d'amis, la famille, l'éducation, etc. Et puis, ça va même plus loin que ça, cette question de santé mentale, jusqu'au contexte politique et sociétal. Donc voilà, pas de réductionnisme, peut-être par rapport à ce qu'est la santé. Oui, il y a des choses qui dépendent de nous, on peut agir dessus, et il y a l'environnement qui compte pour une très très large part et qui est souvent sous-estimé d'ailleurs et qui peut donner quelques raisons de culpabiliser. Euh, c'est quelque chose dont tu avais conscience, le fait que la santé ne dépend pas forcément que de toi, ou c'est une prise de conscience qui est peut-être plus récente ou qui est plus intégrée aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, avec le recul, évidemment, j'ai conscience qu'il y a tout un environnement qui va impacter, notre santé mentale. Et c'est vrai que je pense que ce qui m'a le plus la chose que j'ai vraiment réalisé avec le burn-out, c'est qu'au début, peut-être la première année qui a suivi, j'étais uniquement focalisée sur, l'aspect, en fait, sportif, qui peut d'ailleurs, en fait, c'est là aussi la limite, et il faut faire attention, c'est de confondre un burn-out qu'on a fait dans le cadre de son sport avec, le surentraînement.
Et beaucoup pensent que c'est simplement, bon, un surentraînement, alors que ça n'a absolument rien à voir. Et j'explique souvent que, en fait, je l'ai fait, on va dire mon métier c'était, d'être sportive, mais j'aurais sans doute fait ce burn-out dans n'importe quel autre cadre de travail, puisqu'en fait le burn-out c'est nos bagages émotionnels. C'est qu'est-ce que j'ai pas voulu voir, qu'est-ce que j'ai fui à travers mon travail, et en fait c'est des causes qui sont très, très profondes et qui viennent souvent d'ailleurs de l'enfance. Et moi les raisons de mon burn-out en soi, la racine, c'est pas le sport, en fait. C'est vraiment ça que je veux mettre en lumière. Il faut vraiment aller en profondeur et comprendre, heu, bah, pourquoi, en fait, c'est arrivé. Mmh. OK. Pour prolonger un peu, ce que j'évoque comme, comme idée ou idée reçue éventuellement sur la santé mentale, il y a ce qu'on appelle la boussole de la santé mentale, qui est proposée par le site Psychom, hein. Vous pouvez consulter cette boussole, c'est assez intéressant. C'est une petite vidéo sur le site, Psychom. En fait, vous avez un axe sur le sentiment de bien-être ou de mal-être et puis un autre axe qui est la présence ou non d'un trouble de santé mentale. Alors, première peut-être idée reçue, mais juste avant, il y a cette donnée qui est apparue ici que j'ai ajoutée. 1 Européen sur 4 est touché par les troubles psychiques au cours de sa vie. J'avais même aussi un chiffre, voilà, du Canada, du centre, justement, du Centre canadien de santé mentale et du sport. C'est que dès l'âge de 40 ans, près de 50 de la population aura eu une maladie, mentale. Donc c'est loin d'être anodin. Donc on peut ne pas avoir de troubles et puis être en détresse psychologique, hein. Et puis à l'inverse, on peut avoir un trouble de santé mentale, une dépression ou une maladie mentale par exemple, ou une anxiété généralisée, un trouble anxieux généralisé, mais pour autant avec des phases où ben, on se sent bien. Donc on peut avoir une santé mentale satisfaisante avec un trouble. Et donc, il ne faut pas non plus résumer le fait d'être en bonne santé à une absence de troubles. C'est pas vrai, c'est une idée reçue. On va venir à ce fameux burn-out, justement, pour en tirer, enfin, voir quelles leçons tu as pu, toi, en tirer. Ça s'est manifesté comment, en fait? C'était quoi les premiers symptômes? Alors, moi, c'est venu vraiment du jour au lendemain et c'est souvent, ce que décrivent les gens en burn-out, c'est que la veille, tout va bien et le lendemain, rien ne va plus. Il y a vraiment une fracture qui est assez, importante et qui peut être traumatisante puisqu'on se retrouve presque dans un état de légume. Hem, pour la parenthèse, dans certains burn-out les plus extrêmes, certaines personnes, perdent carrément l'usage, en fait, de la parole. Alors c'est des cas vraiment complètement extrêmes, mais on m'a relaté ça. Donc là, c'est hôpital psychiatrique, c'est réversible. Des personnes ne savent même plus marcher. Il y a vraiment en fait, le cerveau ne sait même plus les fonctions de base, les fonctions motrices, il les a plus. Alors dans des cas beaucoup plus, légers, dans un burn-out un peu plus classique comme ça a été le mien, heu, je me suis réveillée un matin et globalement ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai une fatigue chronique qui est extrême. C'est vraiment une fatigue qui est totale et qui m'empêchait de pratiquer mon sport. La moindre charge d'entraînement était devenue, un fardeau, était devenue, impossible en fait. C'était vraiment, une fatigue et je ne comprenais pas pourquoi je me sentais, mais tellement fatiguée dans cette impossibilité de m'entraîner et les semaines ont passé et puis j'étais persuadée, moi la première, mon coach aussi, que le problème était uniquement, de l'ordre physique, qu'on allait pouvoir trouver, je sais pas, une carence, une vraie explication à ça. Sauf qu'on l'a jamais trouvé et là, les mois ont passé et donc forcément d'autres symptômes, sont arrivés. J'ai commencé à ne plus ressentir, la satiété, ce qui fait que j'ai perdu beaucoup de poids durant cette période-là, parce que je m'alimentais plus, je savais plus, je ressentais plus la faim et c'est assez troublant d'ailleurs, cette absence-là et puis, c'est comme si en fait, notre cerveau était même plus capable de ce qui fait qu'on est profondément vivant et on est capable d'identifier, par exemple, une émotion. On va se sentir triste, on va se sentir en colère, il va se passer des choses en nous et à cette période-là, en fait, c'était le vide. Je me sentais complètement incomprise, je me comprenais pas j'avais l'impression que personne me comprenait et c'était très, très dur parce que j'étais encore dans cet état d'esprit de me dire que, ma tête allait bien, que c'était forcément physique et c'était très, 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 très dur pour moi. Donc ça a duré 3 mois comme ça, donc dans un espèce de flou, où je subissais complètement, cet état-là et à la toute fin, j'étais arrivée à une aversion totale, en fait, de mon sport. J'avais arrêté la marche à un moment donné parce que je pouvais même plus marcher, en fait. C'est tellement la marche est
à une gestuelle non naturelle. Donc, on va produire, ça va être beaucoup plus coûteux pour l'organisme de marcher athlétiquement que de courir. Donc j'étais arrivée à un stade où je ne marchais plus. Mais à ce moment-là, après des semaines et des semaines, même la course à pied était devenue mais impossible et donc j'avais vraiment cette forme d'anxiété totale, de rejet, d'aversion, pour mon sport. Donc ça a été vraiment les gros symptômes et donc c'est seulement au bout de 3 mois que je passe le pas, d'une psychologue, à contre-cœur d'ailleurs. OK. Et donc, c'est à ce moment-là que tu sais que c'est un burn-out avec l'échange avec la psychologue? J'apprends, lors de l'échange de la psychologue, mais pendant ces 3 mois-là, moi je connais pas, santé mentale, burn-out, je sais pas c'est quoi. Et encore une fois, j'étais dans une forme de déni assez profond. J'essayais vraiment de banaliser mes symptômes et puis c'est cette psychologue qui met des mots sur mes mots et qui m'explique, ce qui se passe, en fait. OK. Je vais préciser ceci tout de suite, puisque les caractéristiques du burn-out sportif sont assez bien décrites. C'est ce que tu évoquais, en fait, cette notion d'épuisement à la fois physique et émotionnel, un sentiment de fatigue physique et émotionnelle par rapport aux contraintes de l'entraînement et de la compétition. On a du mal à faire face à ces exigences, en fait, de l'entraînement et de la compétition. Ensuite, alors ça, tu me diras si tu l'as ressenti. On peut le voir dans le burn-out professionnel également, euh, qui en fait est une dévalorisation du sport ou de son métier ou de son entreprise. C'est la perte de l'intérêt pour le sport et la performance et des attitudes détachées et négatives vis-à-vis du sport et même des autres, hein. Il peut y avoir un certain cynisme, ce qu'on appelle une déshumanisation de la relation à l'autre. C'est quelque chose que tu ressenti, ça, à un moment donné, dans ces moments-là, un désamour de ton sport et une distanciation? Bah, c'est arrivé, plus tard. Je pense que c'est arrivé vraiment dans peut-être le troisième mois où vraiment j'étais arrivée à un point où effectivement personne en fait avait émis, encore une fois le doigt sur le fait qu'il fallait que j'arrête totalement l'entraînement et du coup j'avais toujours un entraînement à suivre que je suivais, je sais même pas comment je pouvais le suivre et là, à ce moment-là, j'étais à un point où j'aurais pu en vomir, c'était impossible et donc quand j'avais une séance le matin, en fait, je la repoussais tellement tard que des fois je partais à 21:00. D'accord. Parce qu'en fait, je pouvais plus et quand vraiment c'était le soleil commençait à se coucher, je me dis: «Là, j'ai pas le choix, faut que je le fasse» et je savais que ça allait mal se passer et en fait, c'était un engrenage où je passais toute ma journée à cogiter, à pas vouloir y aller, à être dans l'anxiété et puis, ouais, OK. Et une troisième caractéristique qui est décrite, c'est le sentiment d'accomplissement professionnel, enfin un échec du sentiment d'accomplissement sportif, là pour le coup. Donc un sentiment d'inefficacité et tendance à s'évaluer négativement sur la performance sportive et sur son accomplissement. C'est quelque chose que tu as ressenti d'une manière ou d'une autre, toi, ce sentiment d'inachèvement, en fait, hein? énormément, énormément. Ça me rongeait de l'intérieur, Mm. parce qu'on a envie d'être performant et en fait, on l'est plus du tout et on comprend même pas pourquoi on l'est plus et oui, je me sentais profondément, nulle, bonne à rien et en fait, j'avais peur que je renvoie l'image, en fait, d'une fille, parce que j'étais encore une fois, dans cet archétype, de quelqu'un du soldat tout puissant et et pour moi, c'était la pire des choses que de renvoyer une image, en fait, d'une fille, qui peut plus performer et j'avais peur que les gens, pensent que j'affabule et qu'en fait, Mm. voilà, j'avais vraiment l'image que je renvoyais Mm. à moi-même, au final et puis aux autres, c'était quelque chose qui était horrible pour moi. Mm. Les premiers, enfin, les signes précoces peuvent être enfin, utilisés sur la prévention. Je pense aux entraîneurs, là, s'il y en a qui sont connectés, ou aux éducateurs sportifs aussi, hein. On observe une baisse de la motivation. euh, on peut ressentir ou voir la frustration sur le manque de résultats, un manque de contrôle et notamment de self-control. Il peut y avoir des explosions émotionnelles également, et puis ben, baisse des performances. C'est vrai que vu l'état de santé dans lequel on, on est dans cet état d'épuisement physique et émotionnel, c'est sûr que les performances, enfin, un des symptômes qui sera relativement vite observable, c'est voir sûrement les performances qui baissaient. C'était, je suppose, le cas pour toi? Ça Non, décrochait sur les performances ou pas? alors, tu parles d'avant que je déclenche le burn-out?
Non, au moment sur cette période de souffrance, est-ce que tu as pu, Ah oui. sur l'entraînement, constater, alors que je suppose que tu pouvais peut-être te donner, mais est-ce que, on objectivait le fait que ces performances soient moindres, en Oui, oui. fait? Oui, 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 c'était je ne pouvais plus m'entraîner, je ne pourrais pas mieux le dire. Ouais, c'était l'impossibilité. Enfin, je pouvais le maximum que je pouvais faire tenir, c'était 45 minutes. Vraiment, Ouais. si vraiment je donnais tout, c'était 45 minutes, alors que quasiment tous les jours, je dois faire 1 heure et demie, 2 heures et puis de nouveau en entraînement le soir et je pouvais pas faire plus de 45 minutes et c'était mais d'une souffrance et d'une lenteur et j'avais Mmh. l'impression d'être, au maximum. Ouais, ouais. Alors, il y a des facteurs de risque liés au sport qui compromettent la santé mentale. On verra après plus précisément les facteurs de risque de burn-out, mais également les facteurs protecteurs face au burn-out. Il y en a, et c'est bien d'en avoir connaissance pour les mobiliser. Alors, sur les facteurs liés au sport, pour la santé mentale, c'est le surentraînement, les syndromes de surentraînement que tu as évoqués d'ailleurs. Le manque de récupération. Et la récupération, on en reparlera peut-être un peu tout à l'heure, mais ça ne se résume pas au repos, c'est-à-dire au sommeil et aux siestes, hein. La récupération, c'est aussi les sorties avec les amis, une vie à côté du sport, les interactions sociales, aller au ciné, au resto, etc. Le type de sport également peut également jouer sur la santé mentale. Des pressions excessives, des échecs. Alors, pression excessive, ça peut être de l'entourage, ça peut être familial, ça peut être l'entraîneur, ça peut être le club, ça peut être la fédération. Donc, ces pressions sont en fait multiples. Des régimes alimentaires qui ne sont pas adaptés, ou bien sûr les abus, la maltraitance au niveau du sport, et parfois dans certaines cultures sportives, c'est plus marqué que dans d'autres. Le manque de soutien financier joue également. Une identité sportive qui est restreinte, c'est-à-dire qu'on existe finalement, et on ne se sent exister qu'à travers son rôle sportif. Une culture toxique, des horaires surchargés, des voyages prolongés, des abus de substances. Il faut savoir que le fait de pratiquer intensément un sport, hein, au-delà de 8 heures par semaine, accroît le risque de dopage. La spécialisation hâtive. Les blessures vont avoir une influence également. Et puis la transition, une transition, ça peut être perso, ça peut être professionnel si on ne fait pas son sport à temps plein, par exemple. Une désélection, le départ à la retraite, c'est un moment aussi qui est critique pour les athlètes de haut niveau. Alors, la prévention consiste à réduire ces facteurs de risque. Est-ce que toi, parmi tous ces facteurs qui sont recensés, tu en repères certains, ou tu tentes de prévenir encore certains aspects de ces facteurs? Alors, et par le passé, avant burn-out, et puis après, apprentissage avec le burn-out. Alors moi, je peux parler de la cause, et il y en a un qui décrit parfaitement l'une des plus grosses causes qui m'a amenée au burn-out, ça a été l'identité sportive restreinte. Mmh. Heu, Moi, en fait, quand j'ai commencé donc on m'a mis dans ce moule-là du haut niveau, ou plutôt que je me suis mis dans ce moule, en fait, j'ai complètement oublié qui j'étais, je ne savais pas qui j'étais et j'ai fui, en fait, j'ai pas voulu voir, finalement que j'avais, une autre identité que le sport et je me suis construit uniquement à travers, ça et donc je prends l'analogie de l'arbre souvent pour expliquer un petit peu. Les gens, ils vont voir, votre tronc et vos feuilles, ils vont voir vos branches, donc c'est qui vous êtes de l'extérieur, c'est votre statut social, c'est OK, vos médailles, hem, sauf qu'à un moment donné, en fait, si on veut que ça progresse, ça progresse, vous voulez aller de plus en plus haut, être de plus en plus fort, donc faire pousser cet arbre-là que les gens voyaient. Mais si nos racines, en fait, ne sont pas suffisamment ancrées et profondes, et ce qui est profond, c'est qui vous êtes, c'est l'être et ce que les gens voient, c'est le faire, c'est dans l'action. Mais à un moment donné, l'arbre, en fait, il est tombé. Ça, c'est le burn-out parce que j'étais que dans le faire, l'action, l'action. Cette identité-là qui est finalement, une partie de moi, mais pas tout, je l'ai complètement incarnée à 100. Ce qui fait que j'ai complètement, à un moment donné, l'arbre est tombé et aujourd'hui, parce que j'ai cet équilibre entre être et faire et que mes racines, j'ai dû apprendre et comprendre, qui j'étais, quelles étaient finalement mes motivations intrinsèques, quelles étaient d'autres passions que je pouvais avoir, qui était finalement mon vrai cercle en dehors du sport et donc c'est tout ça qui m'a permis de cultiver finalement ces racines et aujourd'hui
Et c'est hyper important, c'est que j'avais vraiment ces croyances qu'en fait, il fallait que je fasse tout pour le sport, que le sport était toute ma vie. Je pensais que c'était ça qui m'amènerait vers la performance. Et aujourd'hui, c'est marrant parce que finalement, le sport n'est pas que ma vie, c'est pas toute ma vie et pourtant je suis, peut-être 10 fois plus performante et je m'entraîne 2 fois plus. Et ça, c'est important parce que je m'entraîne 2 fois plus, donc je suis aussi 2 fois plus performante. Mais pour autant, c'est possible, là, c'est possible parce que j'ai ces racines qui sont ancrées. Et donc il y a vraiment une grosse, grosse quête identitaire. Elle a vraiment mis le doigt, ma psychologue, sur, mais en fait, j'avais pas confiance en moi et j'ai pris le sport comme un bouclier. Et j'ai vraiment incarné cette identité sportive. Sauf qu'à un moment donné, c'est comme si la vraie personne à l'intérieur de moi, elle était en fait mise au placard pendant des années et des années. Et en plus, je ne l'ai jamais écoutée. Dès que j'allais pas bien, non, non, c'est tête baissée, on fonce, on fonce, on fonce. Et donc tout ça, accumulé forcément à plein de choses, j'avais vraiment ce comportement-là qui était dans le rejet de ma propre identité. OK. Oui, c'est intéressant de voir que, parfois, pour préserver sa santé mentale, c'est les connexions à toute autre chose que le sport, mais sans réduire forcément la charge sportive. C'est aussi se connecter à des moments de récupération et de vie qui sont à côté du sport, qui permettent d'équilibrer les choses. Comme tu disais, c'est cet équilibre entre le sport et la vie aussi, hein, qui ne se résume pas qu'au sport et avec une identité qui est au-delà du sport, qui permet d'entretenir cette santé mentale ou de la retrouver en tout cas, et de Oui, prévenir c'est ça. certains aspects. Et On présente ceci, qui sont les facteurs de risque et les protecteurs liés au contexte. Tu pourras bien sûr rebondir dessus parce que ça va être parlant. Alors déjà sur les facteurs de risque, et pas simplement pour la santé tels qu'on vient de les voir liés à la pratique du sport, mais vraiment pour le burn-out, on s'aperçoit qu'un style contrôlant de l'entraîneur, c'est-à-dire que quelque part l'entraîneur contraindrait l'athlète ou les athlètes à penser à se comporter d'une certaine manière. Ça, c'est un facteur de risque. Les conflits sport-études ou sport-travail, c'est-à-dire incompatibilité des rôles attendus par les domaines du sport et de l'école. Des interactions sociales négatives, c'est-à-dire des conseils ou des intrusions qui ne sont pas désirées, un manque d'aide, des comportements indifférents ou insensibles, ou encore du rejet ou de la négligence constituent des facteurs de risque. Et puis, un climat impliquant l'ego, une compétition interpersonnelle, se comparer à d'autres, l'évaluation des autres et l'attention aussi est portée au regard de l'autre. Euh, Tu veux rebondir là-dessus? Il y a des facteurs auxquels tu étais exposé avant le burn-out, même si t'en as déjà parlé un peu quand même. non, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être dans un environnement pour le coup, vraiment bienveillant et j'ai Ouais. même eu, une facilité, au niveau de mes études avec une école très conciliante. Donc Mhm. moi, j'ai eu la chance d'avoir cet environnement-là qui était plutôt positif. Ouais. Heu, Mon burn-out d'un point de vue vraiment personnel, il était uniquement tourné, c'était en fait moi et moi-même. C'était Mhm. vraiment j'étais ma pire ennemie, quoi. D'accord. Ok. Et sur les facteurs protecteurs, ben, le soutien social. Euh, voilà, une interaction avec les autres qui vise à produire des bons résultats. Un climat impliqué dans la tâche, c'est-à-dire on est centré sur certains buts. C'est-à-dire qu'on se centre sur, on n'est plus en compétition avec les autres, mais déjà avec soi-même, mais dans une logique de progression, d'apprentissage, etc. C'est plutôt sain et protecteur. La qualité de la relation, entraîneur-athlète, c'est-à-dire que les émotions, pensées et comportements de l'entraîneur et de l'athlète sont mutuellement interconnectés. Et puis, un style soutenant l'autonomie. Il prend en compte le point de vue de l'athlète ou des athlètes et il valorise toutes les opportunités d'épanouissement personnel. Et enfin, l'enrichissement sport-études. Les expériences dans un rôle augmentent la performance dans un autre rôle et l'affectent positivement. Ça me fait penser à l'entraîneur de basket américaine, je ne pense pas que ce soit toujours elle, mais qui relatait l'idée qu'elle était en grosse difficulté entre son sport à l'époque, qu'elle pratiquait le basket à très haut niveau, et puis ses études. Et puis après un échange avec un de ses enseignants, il lui a dit, mais utilise le sport, un échange assez sain avec elle, d'utiliser le sport et ses atouts dans le sport et de les transposer au maximum dans ses études. Et ça a fait tilt et les deux, et l'aspect sportif et l'aspect études, se sont bien, bien complétés euh, et enrichis mutuellement. Ça a été le cas pour toi? Tu as réussi à bien concilier sport et études? Je sais que je fais partie quand même d'un cas, je pense assez, rare parce qu'effectivement, en fait, j'étais inscrite dans une école où il y avait avant moi, quelques années avant moi, un champion olympique. En tout cas,
il y a eu un champion olympique à l'issue de ces études-là. Et c'est vrai que l'école a toujours, du coup, eu ils ont toujours été très impliqués à travers le sport de haut niveau. Il y avait même une section, chose qui est, je crois que c'était quasiment unique en France. La première année, en fait, était une sorte de passerelle. Il y avait une classe uniquement réservée aux sportifs de haut niveau. Et ce qui nous permettait de suivre de façon assez allégée la première année avec des pairs, du coup, du milieu sportif. Et si on avait plus de 12 de moyenne, hop, on passait en deuxième année. Ce qui m'a évité, en fait, d'étaler. Parce que souvent, ce qui se passe, peut-être que les gens ne le savent pas, mais les sportifs de haut niveau, on ne peut pas suivre une L1, par exemple, traditionnelle. On doit faire une L1 en 2 ans. Ce qui fait que pour un master, si vous étalez toutes vos années, ça fait 10 ans. Ça, pour moi, c'est une grosse limite parce qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Moi, la première, et j'ai d'autres collègues qui ont fait le choix, un peu malgré nous, de s'arrêter en licence et non pas en master. Parce qu'évidemment, au bout de 4 ans, 5 ans, 6 ans, ça fait beaucoup d'années d'études. Et on a en plus qu'une seule licence. Mais c'est vraiment un choix à faire, rentrer dans la vie active, voilà. Donc moi, j'ai fait ce choix. Alors c'était très cool d'avoir quand même cette première année un petit peu où j'ai pu ne pas l'étaler, mais n'empêche que j'ai qu'une licence au bout. Ok, ok. Pleinement investi dans le sport. Et vu ce que tu produis et ce que tu as pu produire en début de mois, puisque ça y est, t'es qualifié pour les JO, ma foi, pour l'instant, en tout cas, c'est sans, c'est sans regret. Alors, sur le burn-out sportif, il y a aussi des facteurs de risque et des facteurs de protection liés pas qu'à l'environnement. Il y a aussi des facteurs d'ordre personnel. Alors, sur les facteurs de risque, un perfectionnisme et des buts de ce qu'on appelle de maîtrise avidement. C'est-à-dire que on cherche à éviter la non-maîtrise qui peut être vécue comme un échec quand on poursuit ce type de but. C'est mieux on va dire, c'est plutôt protecteur, on l'a dit avant, de favoriser des buts de maîtrise approche, c'est-à-dire de chercher à progresser, s'améliorer sur sa pratique, par exemple. Les motivations contrôlées, c'est-à-dire tout ce qui est quelque part contrôlé de l'extérieur, on appelle ça aussi des motivations contraintes. La reconnaissance, le statut social, la gratification sociale, la comparaison, et puis la crainte de paraître aux yeux des autres, ça c'est un terrain qui est favorisant en termes de facteurs de risque. Une non-satisfaction ce qu'on appelle les besoins psychologiques fondamentaux, les BPF, c'est-à-dire avoir un faible sentiment de compétence, ne pas se sentir à la source de ses propres comportements, ne pas se sentir connecté à d'autres personnes. Ça, c'est un terrain qui peut être assez lourd en termes de facteurs de risque. Et puis l'anxiété de trait, qui est en fait fait partie de la personnalité, on va dire, c'est-à-dire une disposition qui est stable à éprouver de l'anxiété. Ça, c'est ce que recense la littérature sur les facteurs de risque individuels. Euh, Toi, puisque tu as parlé de la prépondérance de l'aspect individuel dans les raisons qui expliqueraient ton burn-out, tu retrouves des choses là-dedans, dans le perfectionnisme, dans les motivations contrôlées? Et ben, à part l'anxiété de trait, je coche vraiment les trois autres cases de façon assez évidente. Ouais, Et puis, ce qui me vient en tête là, c'est que j'ai réalisé, pareil, une fois le burn-out passé, la thérapie, que je faisais tout ce que je faisais dans le sport, toute l'implication, non pas pour moi et moi-même, parce que c'est quelque chose que je voulais, en trouvant mes motivations, le fameux pourquoi je fais ça. ouais, En fait, mon pourquoi, il était détourné que sur l'extérieur et je voulais rendre fier mon coach et mon père. Et il y a vraiment ces figures finalement patriarches, donc ça, faut encore retrouver dans l'enfance pourquoi, machin, mais c'était vraiment chercher la reconnaissance et la fierté. Et donc je faisais ça que pour eux. Et en fait, j'ai été face à ça, j'ai été secouée parce que c'était vraiment, on me secouait de tout mon être. Ce pourquoi en fait je faisais, je réalise que finalement c'est pas forcément sain parce que ça vient pas de moi au premier lieu. Et donc oui, évidemment, on est humain, donc on va toujours chercher une certaine validation, on ne pourra pas s'en empêcher, mais il faut pas que ça soit la raison numéro un à ce qu'on fait. Et puis, oui, quand tu parles de perfectionnisme, alors moi, c'était pareil, un niveau extrêmement élevé, une forme de maltraitance avec moi-même, puisque pour des situations tellement classiques et courantes, du sport, c'est-à-dire, je vais pas faire mes chronos parce que je suis fatiguée aujourd'hui et donc l'entraînement se passe un peu moins bien. J'avais des réactions extrêmes. Je me mettais vraiment en pleurs et j'acceptais pas et j'avais un discours, interne extrêmement violent envers moi-même, alors qu'en soi, c'était juste une fatigue normale liée à l'entraînement, mais je ne l'acceptais pas. d'accord.
Et sur les facteurs protecteurs, ben, une satisfaction des besoins psychologiques fondamentaux, c'est-à-dire se sentir autonome, c'est-à-dire être décideur pour reprendre la main et le contrôle sur sa vie et sur ses choix, le sentiment de compétence, et puis se sentir connecté, accepté par les autres et faire en sorte de aussi se tourner, demander de l'aide, etc. Ce qu'on appelle des motivations autonomes, donc c'est une part, c'est les motivations, ce qu'on appelle intrinsèques, mais il y a aussi une part des motivations extrinsèques liées à des valeurs, aux conséquences de ses propres actions, pardon. Et ça, ça fait partie de ces motivations qui en fait viennent de l'individu et qui ont un effet réellement protecteur sur le burn-out. Et ce qu'on appelle des buts de maîtrise approche. Et d'ailleurs, les motivations autonomes sont favorisées quand on se fixe des buts de maîtrise approche, c'est-à-dire des buts qui sont maîtrisables, contrôlables par l'individu qui cherche à améliorer quelque chose, à progresser sur quelque chose ou à apprendre quelque chose. On dit aussi optimiser quelque chose. Voilà, c'est des natures de buts qui, dès lors qu'on se fixe dessus, vont mobiliser, en tout cas satisfaire déjà les besoins psychologiques fondamentaux et mobiliser aussi les motivations autonomes. C'est-à-dire que ces trois éléments en vert, là, s'auto-entretiennent quelque part. Aujourd'hui, en termes de but que tu te fixes, tu es sur cette nature de but où il y a un mélange des buts que tu te fixes par rapport à toi, par rapport à un résultat que tu te fixes. Bah, je me suis rendu compte que le simple fait d'avoir, exclusivement un but sportif, je m'arrivais pas à m'épanouir, en fait. Quand Mm. justement on a tout, enfin, un petit peu tout révolu, finalement quelles étaient mes motivations et qu'on a compris que, bah, il fallait maintenant les trouver ces réelles motivations. Donc j'ai dû un petit peu redéfinir ça et en fait, je me suis rendu compte que c'était très creux pour moi de me dire que je me lève le matin pour, être la meilleure. C'était quelque chose qui me certains, ça leur suffit et il y a aucun jugement, ça c'est hyper personnel. Mais moi, c'était quelque chose qui était, j bah, non, dans ce cas, ça sert à rien. Et j'ai vraiment eu cette phase où en fait, j'avais une perte de motivation totale, puisque pour moi, c'était pas possible de juste me lever et m'entraîner pour être la meilleure. Et donc il a fallu en fait trouver, bah, voir plus grand. Qu'est-ce qui fait que si tu deviens la meilleure, il peut y avoir un impact? Et en fait, j'ai compris que à mon échelle, on s'en fiche du nombre, à mon échelle, je peux inspirer. Et en fait, on s'est rendu compte, bah oui, que je reçois des messages de jeunes enfants, que quand je vais dans les écoles, il y a des personnes, je reçois des messages qui me disent qu'ils ont commencé la marche grâce à moi. Et là, ça a été pour moi une révélation. Je me suis dit, il y a enfin un sens. Je peux donner envie aux jeunes de faire du sport, de véhiculer des valeurs. Et en fait, aussi, ce que j'ai vécu, le burn-out, je peux m'en servir pour transmettre. Et là, ça a été vraiment pour moi la réponse à pourquoi je fais tout ça. Ouais. Cette notion de sens que tu évoques et qui est une motivation autonome, la motivation autonome qui parfois peut même aller au-delà du plaisir de l'activité. En fait, il y a des études là assez récentes qui montraient, par exemple, que même si on ne prenait pas de plaisir dans une tâche, ben, le simple fait d'y voir un sens, savoir pourquoi on la faisait, pouvait donner un niveau d'engagement très élevé, aussi élevé qu'une motivation intrinsèque, et un niveau de satisfaction qui était aussi comparable. Alors, le top, c'est d'avoir les deux, et le plaisir et le sens, mais on peut vraiment les séparer dans les motivations autonomes. Et le sens est plus facilement mobilisable que le plaisir, qui lui est assez binaire. Une tâche est plaisante ou pas en tant que telle, alors que le sens, on peut le redéfinir, le retravailler, voilà, faire évoluer ses valeurs. Ouais. C'est très intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, sur une semaine, ça serait complètement faux de dire que je prends du plaisir tous les jours. Je pense qu'il y a même plus de jours où en fait, bah, je suis fatiguée et c'est compliqué. Et c'est vrai que là, trouver un sens, comme tu l'expliquais, me permet en fait de m'entraîner. Même si aujourd'hui, je suis complètement fatiguée, j'ai pas envie, il pleut et cetera. Et ça, c'est aussi important de véhiculer ce message-là, puisque souvent on peut idéaliser finalement le sport de haut niveau en pensant que c'est que, paillettes et médailles et qu'en fait, c'est trop bien d'avoir ce métier-là. Alors que la réalité, honnêtement, il y a quand même une certaine forme de j'ai pas envie de dire le mot souffrance qui est vraiment connoté, ça serait un peu cliché, mais heu, il y a une fatigue qui est là et c'est pas que du plaisir tout le temps. Mm. Ouais. Et on peut prendre cet exemple-là du sport pour le retranscrire dans le monde de l'entreprise où si on n'est pas, si toutes les tâches de son métier ne sont pas plaisantes, c'est en fait normal, hein. C'est autant valable pour les sportifs que pour les salariés ou pour un chef d'entreprise. Par contre, tant qu'on y voit un sens, on va dire qu'on préserve l'essentiel parce que si déjà 10 à 15% des tâches génèrent du plaisir, c'est bien. Ça ne veut pas dire forcément qu'on est désengagé pour le reste, hein. Tant qu'on y voit un sens, effectivement. Ouais. Euh,
Une question à te poser. En fait, si tu devais résumer les grandes différences entre l'avant et l'après burn-out dans ta manière d'appréhender ton sport, s'il y avait vraiment un avant, un après, tu dirais que les grandes distinctions, c'est quoi? Et le grand message? Le grand message, ça serait, la bienveillance envers soi-même, la bienveillance dans la performance. Pour développer un peu plus, c'est qu'avant le burn-out, j'avais vraiment ce comportement de non-acceptation totale, en fait, hem, de cette finalement, c'est toujours c'est jamais linéaire, c'est ce qu'on disait en début justement et donc ça, pour moi, c'était un refus total. Heu, la fatigue, ne pas faire les chronos, avoir des fois une contre-performance en compétition, c'était un vrai rejet. Il y avait ce côté: «Ce n'est pas possible, je rejette ça» et je me mettais dans des états, mais avec le recul, je me rends compte que c'était vraiment, disproportionné, que c'était complètement, que c'était trop et que ça me mettait vraiment je mettais plusieurs jours à m'en remettre alors que c'est pas une fin en soi. J'avais pas cette capacité que j'ai aujourd'hui de rebond, de résilience, de comprendre, de me remettre en question. C'était juste: «Non, c'est pas possible, je n'ai pas le droit». Hmm. Donc ça a été vraiment d'accepter, en fait, de dire: «Mais attends, tu avant d'être une sportive, tu es humaine». Donc c'est complètement normal et c'est même un signe d'adaptation physiologique. C'est même rassurant d'avoir des périodes où, bah, on est très bien, on est moins bien, on est fatigué. Ça, c'est même tout à fait normal. Donc ça a été vraiment, ça et puis, j'avais cette incapacité du coup d'adapter en fonction de ma fatigue. On sait des fois il y a certains types de fatigue où c'est plutôt cohérent d'adapter l'entraînement. Que le repos des fois c'est beaucoup plus bénéfique sur, du long terme, sur la semaine d'entraînement. C'est mieux d'adapter, de décaler, de peut-être faire autre chose et donc pour moi c'était impossible. On me donnait un papier avec mon plan d'entraînement, je devais je devais faire ça et c'est là où c'est intéressant, c'est que j'ai dû aussi apprendre que, le devoir, je dois, non, tu dois rien du tout. C'est tu veux le faire, tu as envie de faire, tu aimerais le faire, tu vas le faire, mais il y a pas de «je dois» et en fait, j'étais vraiment dans cette idée que tout était un devoir comme un militaire. Vraiment, c'est ce sens-là très profond et donc aujourd'hui, je suis dans cette capacité d'être à l'écoute de mon corps, l'écoute de mes sensations, l'écoute de mes émotions. Que je suis pas un robot, je suis pas une machine, je suis humaine. Donc ça m'aide, énormément, vraiment de cette écoute, je suis vraiment malléable, voilà, Hmm. c'est vraiment ça. Ouais, c'est ce qu'on pourrait appeler un haut niveau d'exigence. C'est un terme qui est souvent, comment dire, même promu, hein, être exigeant vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ses équipes. Mais dans l'exigence, effectivement, les il faut que, je dois, il y a qu'à faucon, il y a cette notion de contrainte, d'obligation, et qui est associée justement à pas une bonne nature de but. Ça relève plutôt de motivation contrôlée, des stratégies d'évitement. Et donc bien distinguer exigence et objectif. L'objectif ressemblerait plus à des buts de maîtrise approche qu'on voit ici sur l'écran, alors que l'exigence, c'est des motivations contrôlées. Et donc on a l'impression qu'on va tout donner, qu'on va y arriver, qu'on est au top, sauf que les moyens qu'on met en place derrière, en général, ils ne sont pas à la hauteur de l'exigence. Et ça s'explique bien en psychologie, ça. Ouais. Alors, une chose, je vais simplement accélérer un tout petit peu pour ensuite aller sur les questions. Euh, il y a une auteure qui est la professeure et chercheur en psychologie du sport à l'université d'Ottawa, avec son équipe de chercheurs, qui a posé un peu au niveau psychologique le profil d'une médaille d'or pour la psychologie du sport, avec des compétences en performance mentale, c'est-à-dire la capacité de mobiliser des habiletés qu'on peut entraîner grâce à la préparation mentale. Donc il y a des compétences fondamentales qui relèvent de la motivation, de la confiance en soi, en l'autre, et la capacité de rebond, la résilience, tu viens juste d'en parler, la capacité d'autorégulation, donc la conscience de soi, la gestion du stress, la régulation des émotions et du niveau d'éveil, le contrôle de l'attention et savoir placer un juste niveau d'attention. Et puis ensuite, au niveau interpersonnel, la relation entraîneur-athlète, le leadership et le type de leadership, la capacité de travailler en équipe et d'écoute mutuelle avec une saine communication. En fait, la performance mentale, c'est un effet protecteur sur la santé mentale. Il y a une récente étude qui l'a montré. Et donc là, on est bien, grâce, entre autres, à la performance mentale et à la préparation mentale, on peut promouvoir la santé, c'est-à-dire augmenter les facteurs protecteurs. Alors, l'efficacité des techniques de préparation mentale qui permet cet effet protecteur,
a été montré à travers certaines techniques, hein, ce qu'on appelle la gestion de l'activation, l'imagerie mentale, la focalisation de l'attention, la pleine conscience, le discours interne, le biofeedback. Tout ça concourt à la performance mentale qui protège cette fameuse santé mentale. Euh, on fait un petit mot de conclusion et puis ensuite on va répondre aux questions. Ça te va, Clémence? Oui, oui. Ouais. Alors, la santé mentale nécessite des implications pas que individuelles, mais aussi collectives et même politiques, hein. Elle n'est pas synonyme de maladie et nous concerne toutes et tous. Il n'y a pas de culpabilité à avoir si un jour on peut vivre un jour sans, on n'est pas dans dans le meilleur état émotionnel parce que cette santé mentale, elle est fluctuante par nature et il est nécessaire d'en prendre soin. Alors, quelques éléments hein, au plan individuel, apprendre à mieux se connaître et à mieux réagir, avoir une certaine hygiène de vie ou faire attention un peu à son mode de vie, sur le sommeil, l'alimentation, la récupération qui ne se résume pas qu'au sommeil. Et puis, ben, demander du soutien, de l'aide, se faire accompagner, comme toi, tu as pu le faire avec une psychologue du sport. D'ailleurs, tu peux nous parler rapidement de ton staff à toi, de ton environnement facilitant ta pratique? Bah, il y a 2 personnes concernant la sphère, un peu plus mentale. Donc il y a la psychologue du sport, qui m'accompagne depuis, du coup 2017. Mhm, Et puis, maintenant depuis 2020 à peu près, il y a, une hypnothérapeute qui est vraiment, sur une partie un peu plus somatisation, un peu plus inconsciente. On va vraiment travailler sur mes blocages, sur des peurs, que j'ai pas encore conscientisées, des croyances limitantes. mhm. Donc c'est vraiment très complémentaire. Avec la psychologue, je suis plutôt sur un travail du coup de vraiment de parole et plus des débriefings en fait. On fait des débriefings sur ce que j'ai ressenti sur la semaine passée, sur la compétition. Donc beaucoup de ce que j'appelle des petits points d'ancrage avec elle. Alors qu'avec l'hypnothérapeute, on va vraiment, vraiment, vraiment rentrer dans mon cerveau et dans ces peurs qu'il pourrait y avoir. Ok. Il y a ce psychiatre David Masson qui communique d'ailleurs beaucoup sur LinkedIn, qui précise ceci concernant la santé mentale. Parler mieux de santé mentale, c'est aider à mieux l'appréhender, la considérer, la dédramatiser. Et c'est un enjeu capital alors pour le sportif, hein, pour des équipes, mais aussi même plus largement pour la société. Vous pourrez retrouver ce schéma sur les intervenants en santé mentale. C'était un post sur LinkedIn que j'ai fait il y a pas longtemps. Il est suffisamment détaillé, il est assez intéressant. C'est fait par le Centre canadien de santé mentale et de performance. Et puis une chose avant de passer à vos questions, je vois qu'il y en a certaines dans le chat. Avec Clémence, pour les personnes qui souhaiteraient aller plus loin, on a mis en place des ateliers formation qui vont démarrer à partir de juin sur comment prendre soin de la santé mentale au plan individuel. Donc, s'il y a certaines d'entre vous qui seraient intéressés, ben, n'hésitez pas à me solliciter par mail qui va apparaître sur la droite. Euh, Comme ça reste pas cette santé mentale qu'au plan individuel, il y a des parcours d'ateliers formation qui vont être mis en place là pour les entraîneurs en tant que parents, parce que j'avais eu pas mal de demandes là-dessus. Et puis en tant que structure sportive, il y a des intervenants qui sont bien calés sur comment accompagner les structures sportives, et ils publient d'ailleurs sur le sujet. Et on est en train de mettre en place aussi des formations pour une santé mentale qui est d'autant plus large. Donc, n'hésitez pas à me solliciter par email. On anime également des formations avec des conférences avec Clémence en duo. Clémence anime beaucoup de conférences déjà en solo au sein des entreprises où elle est demandée pour témoigner de son vécu de sportive et les rebonds et les ressources qu'elle a mis en place pour entretenir sa santé mentale. Je le fais également de mon côté et puis on peut intervenir également en duo. Je vais prendre maintenant vos différentes questions. Je vais arrêter le partage ici. Alors, il y a déjà une première question qui est combien d'heures tu pratiques par semaine, Clémence, toi? Alors ça dépend, c'est entre 13 et 15 heures par D'accord. semaine. Ok. Une question, est-ce que tu aurais eu le même parcours sans un papa enseignant d'éducation physique? Ah bah non, parce que c'est vrai que c'est mon père qui m'a initiée au sport et à l'athlétisme, hein, ça c'est je suis complètement liée, vraiment liée à je suis liée à mon papa, là je pourrais pas dire autrement, c'est même lui qui m'a initiée à la marche et Mhm. donc c'est aujourd'hui mon coach, donc oui, il y a vraiment ce lien familial. D'accord. Et est-ce que les clubs ne se soucient, selon toi, pas suffisamment de la santé mentale? Il y a encore beaucoup à faire, peu à faire. Qu'est-ce que toi, tu vois concrètement comme évolution au sein de ton club et même autour de toi d'ailleurs?
Je pense que la santé mentale se démocratise beaucoup, la parole se libère au niveau individuel des sportifs, mais d'un point de vue vraiment factuel, j'ai l'impression que ça a du mal encore à redescendre au niveau, par exemple, des crêpes, des instituts et des clubs. Et effectivement, c'est un petit peu le parent pauvre, la santé mentale. Oui, bon, il y a encore beaucoup de coachs, je pense, qui véhiculent une image de c'est dans la tête. Mmh, Oui, justement, tout part de la tête. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour ça? ouais. La question qui se pose, c'est vrai pour les clubs, c'est qu'est-ce qu'on réunit comme conditions qui facilitent le fait d'être bien dans la tête? Et là, il y a une vraie carte à jouer, c'est vrai pour les entraîneurs, les éducateurs, les structures sportives, c'est-à-dire que tout ne dépend pas que de l'individu, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de croyances, c'est vrai, moi je le constate aussi sur le terrain, sur le sujet. On a l'impression que c'est un sujet qui est personnel, et on l'a vu quand même pour un quart de la population sur les sujets de santé mentale, ça reste un tabou. C'est franchement pas dans la culture française, hein. Je pense qu'on arrive plus facilement à en parler dans la culture anglo-saxonne. En France, pour changer les mœurs à ce niveau-là, il y a un bout de chemin. On progresse, hein, mais c'est assez laborieux, ça c'est vrai. Une question sur quels sont les premiers symptômes du burn-out visibles par les proches du sportif de haut niveau? Alors, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais n'hésite pas à parler de ton vécu, puis s'il faut, je reprojette la diapo sur les premiers symptômes. Bah, dans mon cas personnel et c'est vrai que c'est assez compliqué pour les proches parce que dans cette période-là, j'avais un gros problème de communication. Je pense que c'est aussi une des raisons qui m'a menée au burn-out. Donc, je savais pas gérer mes émotions, j'acceptais pas mes émotions, donc forcément, je ne pouvais même pas les verbaliser à l'extérieur. Donc, la communication pour moi, c'était pas possible. Dire que j'allais pas bien, je le faisais pas. Donc, je pense que j'ai énormément normalisé, banalisé des symptômes et j'ai très peu communiqué. Et donc, en fait, le seul symptôme visible, si vraiment on parle de visibilité, bah, c'était qu'il y avait j'étais l'ombre de moi-même à l'entraînement, j'étais un légume. Donc là, c'était vraiment un signal d'alerte, mais tous mes proches pensaient que c'était un problème physique. Hmm, ok. Y avait-il des symptômes précurseurs qui auraient pu t'alerter? Oui, c'est une C'est très toujours la bonne même question. question, ouais, effectivement, en fait, avec le recul, c'est des choses que j'ai pas vu voir. J'ai pas je pense que j'ai pas voulu l'accepter. Pendant plusieurs années avant, ça a commencé à mes 15 ans, donc de mes 15 ans à mes 19 ans, en fait, je pleurais quasiment tout le temps, le soir dans mon lit. Très, très souvent. Et les mois qui ont suivi le burn qui ont précédé le burn-out, sans raison, tout allait bien et d'un coup, je me mettais à pleurer et je comprenais pas pourquoi, en fait. Donc là, vraiment, le corps, il se manifestait et tout vraiment, je me sentais bien, j'étais dans ma vie et je me mettais à pleurer. Et puis, j'avais pas mal aussi je faisais beaucoup de malaise, en fait, de la tachycardie, donc enfin, j'étais vraiment dans un cercle vraiment d'épuisement intense Hmm, et donc ouais, ouais, il y a des fois où effectivement je me levais et puis en fait, je m'évanouissais, tachycardie, donc ça été vraiment des éléments, hmm, qui étaient nets, hein. ouais. On peut donner aussi la règle des 3 I, qui est facile à retenir. C'est proposé par un psychologue du travail qui s'appelle Adrien Chignard. Les 3 I, c'est l'irritabilité. On perd le sens de l'humour, on est susceptible, on réagit très très vite et sous l'angle de la colère ou de l'agacement. L'instabilité de l'humeur. Donc l'instabilité, c'est bah, l'humeur qui va en dents de scie, on passe du rire aux larmes très facilement, les émotions font un peu les montagnes russes. Et puis l'isolement. Le fait de se replier, de ne pas avoir envie de sortir, de voir des personnes, de se faire aider. Également, voilà, la règle des 3 I, c'est assez facile à retenir comme détecteur. Une question que j'ai loupée. Aurais-tu des conseils, Clémence, pour des jeunes qui débutent le 20 km marche, donc qui s'entraînent plus dur et plus longtemps? Des conseils au niveau mental. Bah, ça serait d'être dans la prévention, parce que malheureusement, c'est quelque chose que j'ai pas su faire avant. J'ai consulté et j'ai investigué la sphère mentale un peu trop tard. Donc c'est en fait, bah, dès maintenant, être accompagné sur le plan mental et mettre en place pas mal de techniques qu'on connaît beaucoup aujourd'hui qui sont, appuyées par la littérature, hein. Donc tout ce qui va être visualisation, on sait que ça fonctionne énormément. Il y a même plein d'études au niveau médical qui montrent qu'il y a vraiment un intérêt même chez un patient en rééducation. Et donc ça, nous, on peut l'utiliser dans notre pratique sportive, quelque chose qui m'a énormément, énormément aidée, notamment pour, faire péter ce plafond de verre des 1h30 et visualiser des chronos, qui me semblaient inaccessibles, mais qui le sont. Donc c'est vraiment oui, et puis d'un point de vue mental, oui, plus dur, plus longtemps, bah, c'est accepter que s'il y a des fois on est fatigué, bah, on est fatigué et pas chercher à forcer. C'est se préserver. Hmm. Ok.
Une question sur 3 facteurs principaux influents sur la confiance en soi, en toi. Si tu avais un top 3 des facteurs influents sur la confiance en soi, comme ça, qui te viennent. Bah, je pense que la 1re des choses, c'est en fait, c'est très profond comme question, mais savoir, bah, qui on est. Donc on parlait des motivations, hein, intrinsèques, extrinsèques. Ça, c'est pour Mmh. moi, c'est fondamental, les motivations, qui vont vraiment nous aider à nous comprendre. Je pense qu'on peut pas avoir confiance en soi et c'est effectivement, j'avais aucune confiance en moi avant le burn-out, aucun amour-propre et donc vraiment, je me réfugiais dans ce sport et donc c'est accepter d'aller à la rencontre de soi-même et c'est assez, ça peut être inconfortable parce qu'il y a forcément des choses qui peuvent revenir de l'enfance, des traumatismes, des choses qui nous ont marqués. Donc c'est pour moi, c'est compliqué à dire, hein, parce que la confiance en soi, on en Oui, parle beaucoup, mais voilà ça et dépend donc d'autres c'est choses, en fait. vraiment, Ouais. ouais, c'est vraiment un travail sur soi de tous les jours et et en fait, aller voir ce qui est inconfortable. Ouais. Je complète par plusieurs petites clés. Avoir conscience de ses points forts et de ses réussites. Euh, on pourrait se dire que la confiance en soi, elle est nourrie par plein de sentiments de maîtrise qu'on peut avoir dans des tâches, qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle. Savoir qu'on maîtrise tel aspect, telle activité, qu'on est bon là-dessus, là-dessus, ça entretient en fait la motivation. Et puis, tu as parlé d'une chose qui était hyper intéressante et qui fait partie des pratiques pour la confiance en soi, c'est l'autocompassion. C'est-à-dire s'accepter imparfait et puis arrêter d'être dur envers soi-même. Parce que si quelqu'un vivait une difficulté autre, on serait prêt à l'aider. Par contre, quand c'est soi, souvent, on a tendance à s'auto-flageller. Vous avez un questionnaire scientifique d'autocompassion, c'est l'échelle d'autocompassion de Neff, NE2F, qui est une chercheuse en psychologie, qui est docteur en sciences de l'éducation aux États-Unis, et qui a mis en place un questionnaire scientifique d'autocompassion. Alors, une échelle en 12 items et une en 26 items. Celle en 12 items, elle n'est pas validée en français, mais vous la retrouvez sur Internet. Comme elle n'est pas encore validée en français, prenez-la avec des pincettes, mais elle vous donne un peu un score d'autocompassion, c'est-à-dire pour savoir si vous acceptez imparfait ou pas, bah, si vous faites preuve de compassion envers vous-même, qui est un gros, gros vecteur pour la confiance en soi. Ouais. Une question, c'est une remarque plutôt qu'une question. Je pense qu'il n'y a pas un burn-out, mais des burn-out, chacun étant propre à la personnalité de chaque athlète. Pour cela qu'il est difficile de dégager des typologies de burn-out. Euh, oui, ça va être vécu, je pense, certainement différemment. Ceci dit, il y a quand même des grandes lignes directrices qui sont similaires et dans le monde du travail et dans le monde du sport. Ça, c'est quand même bien, bien décrit dans la littérature. Mais bien sûr, il y aura des vécus, des contextes, des situations dans lesquelles le burn-out peut se manifester et tout ça est très différent. Euh, donc j'ai quelqu'un qui nous dit, je suis éducateur en marche athlétique et avoir un groupe très différent en termes d'âge et de performance. Quels conseils pourriez-vous donner aux jeunes qui se mettent une pression permanente en termes de résultats et à moi-même en tant que coach envers eux? Bah, en tant que coach, vous pourrez jamais malheureusement contrôler, heu, vos athlètes, hein. Ça, c'est quelque chose qui leur appartient, c'est même leurs parents, leur éducation. Mais vous, votre posture en tout cas et c'est important d'ailleurs de jamais sortir de sa posture de coach, d'éducateur, hein. Mais c'est vraiment, je pense, verbaliser. C'est hyper important, moi, j'ai vraiment ce principe que tout ce qui n'est pas dit n'existe pas. Donc on a toujours tendance à dire ce qui ne va pas, mais c'est extrêmement important de verbaliser, que vous êtes fiers d'eux, qu'ils ont fait du bon travail, avoir un discours qui est extrêmement positif. Et si d'ailleurs ces jeunes-là se mettent la pression envers eux-mêmes, c'est vraiment, vous vous positionnez en rajout faut pas en rajouter, quoi. C'est vraiment les accompagner, même leur expliquer avec des mots qu'il y a pas que vous n'attendez entre guillemets rien d'eux, que vous serez toujours fiers, que vous êtes là pour les accompagner, heu et que, votre investissement ne changera pas en fonction des résultats. Souvent, c'est une peur qu'on a, c'est que: «Ah bah, si je vais faire un mauvais résultat, j'aurai plus l'attention du coach, j'aurai plus l'amour de l'extérieur, j'aurai plus la validation de l'extérieur». Donc c'est toujours leur rappeler que non, vous serez toujours là. Et peut-être que tu peux compléter, Oui, non, mais je complète par deux petites choses qui me viennent en tête.
C'est vrai que chez les jeunes et chez les ados aussi, il y a une suridentification aux résultats, c'est-à-dire je suis quelqu'un de bien si j'ai des bons résultats et je suis quelqu'un de nul et de mauvais si j'ai pas de bons résultats. Donc ça peut être aussi leur dire, vous savez, quels que soient vos résultats, ça change pas qui vous êtes et vous êtes des gens bien, vous êtes des garçons bien, vous êtes des filles bien. Ça peut être déjà un premier aspect. Et puis se centrer sur des buts de maîtrise approche, c'est-à-dire se centrer vraiment sur des progressions individuelles, savoir ce qu'ils cherchent à améliorer, à progresser et qui est sous contrôle. Voilà, tout ce qui relève de la comparaison sociale, en général, est assez mauvais, va faire dévier les buts, sachant que quand on cherche un résultat, le cerveau va plutôt retenir la crainte d'éviter, enfin tout faire pour éviter de ne pas avoir ce résultat. Donc c'est déjà des stratégies d'évitement qui génèrent une anxiété, etc. Donc voilà, peut-être casser l'identification, identité, résultat, et puis se centrer sur des buts de maîtrise en fait, liés à une progression personnelle. Bon, c'est les premières choses qui me viennent en tête, il y en a sûrement d'autres. Est-ce qu'il y a un âge pour démarrer la préparation mentale pour les enfants? Oui, après 10 ans, en tout cas, je crois que c'est 12 ans, pour ce qui relève de l'imagerie mentale. C'est-à-dire le fait de se représenter un mouvement, un geste, imaginer une séquence même dans un environnement donné. Je crois me souvenir de manière presque certaine que c'est 12 ans. Mais bon, dans le petit résumé que je ferai pour LinkedIn, sur LinkedIn, je préciserai la chose. On peut bien sûr démarrer avant ce qui relève de la préparation mentale qui ne concerne pas l'imagerie motrice, hein. Et puis, une dernière question, comment détecter de manière précoce le burn-out dans le monde du travail et quelles stratégies à mettre en place pour y remédier? Reprenez la règle des 3 I qui est très simple, irritabilité, isolement, instabilité, pour le repérage. Et les stratégies, ben, il y a des stratégies qui relèvent pour l'individu le fait de demander de l'aide, du soutien, etc. Euh, et je dirais que ça va surtout venir du soutien des collègues et des pairs et surtout du management. Et que s'il n'y a pas ce soutien du management, au moins l'avoir au niveau de ses collègues. Le facteur de risque individuel, c'est le surengagement, c'est le surinvestissement émotionnel au travail. Et cette notion de surengagement est le facteur personnel. Mais les conditions de travail jouent beaucoup dans le monde du travail concernant le burn-out. Et ces facteurs de risque sont bien listés. Peut-être que si j'ai le temps, je vous les remettrai dans le post sur LinkedIn qui sera la synthèse de cette intervention. Bon, bah on est presque dans les clous. Bon, on a débordé un petit peu, on est déjà à 8 minutes de retard. Merci beaucoup Clémence, c'était chouette d'échanger avec toi. Et puis, bah, bonne chance pour les JO, ça va arriver vite. Oui, oui, oui. Ouais. Euh, Est-ce que tu as... Je te laisse le mot de la fin avant de couper la caméra, les micros et de se quitter. Et ben, le mot de la fin, ça serait, j'aime beaucoup la notion de balance, d'équilibre, ne jamais tomber dans un extrême. Et donc, je dirais qu'il n'y a jamais de bienveillance sans exigence, et il n'y a jamais d'exigence sans bienveillance. Rien à ajouter. Merci beaucoup, merci de votre participation à tous les présents. Et puis, qui sait, au détour d'un autre webinaire, je vous dis à bientôt et bonne journée. Salut! Au revoir.